Mercredi 5 octobre 2022, quand un ami, un partenaire, quelqu'un de proche fait une erreur, n'oublions pas toutes les bonnes choses que cette personne a faites pour nous. En vouloir à une personne pour un faux pas, malgré tout le chemin parcouru avec nous, est un signe que nous avons en nous des blessures à soigner. Notre sensibilité ne leur appartient pas. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent les payer pour le reste de leur vie. Parfois, les bonnes personnes font de mauvais choix. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire qu'ils sont humains. Mais si les erreurs sont trop nombreuses et se répètent malgré tout, apprenez à prendre des distances. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on note que les députés de la 8e législature ont adopté hier mardi la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières en République du Bénin. Ils ont également adopté la loi 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. Des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nansirine Fatoumbi. La Commission électorale nationale autonome Sénat, dans le cadre de l'organisation efficiente des élections législatives de janvier prochain, a organisé hier une rencontre avec les ministères sectoriels impliqués dans l'organisation des dites élections. Le point de leurs échanges avec le reporter Larios Setondé Adjagbenon, notamment dans le bulletin matinal d'information. Le Fa guide et éclaire l'homme depuis sa conception jusqu'à sa mort et même au-delà. Le Fa en tant que système de divination figure parmi beaucoup d'autres systèmes dans les traditions africaines. Considéré comme le père de tous les dieux vaudous, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Togo, ses fonctions sont multiples et diversifiées. Nous en parlerons ce matin sur ce plateau avec David Kofi Aza. Il est prêtre de Fa. Il est également acteur politique, membre, pour ne pas dire militant, du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Et juste après lui, nous aurons droit à la page des sports avec Colombe Oussou, qui nous fait savoir ce matin que malgré le report de la Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2022-2023, les clubs poursuivent leur préparation. Ainsi, AS Cotonou a livré un match amical face à Vita Club de Kinshasa hier mardi 4 octobre 2022 à Porto Novo. Des détails sur cette rencontre footballistique dans les colonnes de la page sur cette rencontre footballistique dans la rubrique page des sports. L'Argentin Gonzalo Ringuin a annoncé sa retraite footballistique. Un footballeur sénégalais est décédé suite à une crise cardiaque dimanche dernier. Tout ceci dans la page des sports. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle BBC, British Broadcasting Corporation. Que comprendre de l'histoire de la BBC, les finances de la BBC, les services de la BBC vous seront exposés et présentés par Francis Fahmy. Et puis en fin d'émission, Quentin Amoussou nous parle horoscope ce matin. Les amis Scorpions sont à l'honneur aujourd'hui. Les déplacements, les voyages et les contacts avec l'étranger vous seront favorables ce jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, Badjourmédé et Akpakpa, de Abomey-Calavi et de Parakou pour le compte de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Bedjourmédé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'Aix
l'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: visite de travail du président Patrice Talon aux Pays-Bas, les retombées diplomatiques et économiques. Le journal fait savoir que, outre le fait d'être reçu au palais royal de la Haye par Sa Majesté Willem Alexander, roi des Pays-Bas, le président Patrice Talon tient également des rencontres avec des investisseurs dans le CO de Invest International, M. Just Ortezen. Donc, avec ce dernier, le ministre des Finances, Romuald Ouaddaï, va signer un accord de financement et 2 accords d'engagement financier. Le point des échanges dans les colonnes de la page thématique de l'informateur, pour être plus précis, à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Candy, le maire et son adjoint bientôt destitués. La force courie pour un Bénin émergent FCBE leur a retiré sa confiance, nous apprend le journal ce matin. Culture, musique, tout sur la carrière de Folo Gozo dans les colonnes de la page thématique de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information propose ce matin en manchette: Assemblée nationale, la Cour spéciale des affaires foncières créée. Des détails sur cette législation à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, exécution du budget 2022, 8,7 milliards de francs CFA mobilisés au premier semestre. Des détails sur le dit budget à la page 5 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Législative de 2023, les institutions et ministères édifiés, le gouvernement pour un scrutin exemplaire. Le matinal à présent. Visite de travail du président Patrice Talon aux Pays-Bas, déjà des retombées pour le Bénin, 3 accords financiers signés, la formation technique et professionnelle au cœur des échanges, une série de rencontres pour renforcer l'axe Cotonou-Amsterdam. Des détails sur les 10 échanges à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à la une, pour être plus précis en deuxième de titre, 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, 5 lois votées hier. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, séance de travail dans le cadre des élections législatives de 2023, ce que la Commission électorale nationale autonome Sénat, les ministères et les institutions se sont dit, c'est à retrouver à la page 11. Matin libre à présent, SIM virtuel au Bénin, ISIM, la nouvelle innovation de Move Africa. L'article édifiant est à retrouver à la page 12. Législative de 2023 au Bénin, l'UP Le Renouveau viole son propre communiqué, fait observer Matin Libre ce matin, retrouver son argumentaire conséquent par rapport à ce titre à la page 2 de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières votée, nous apprend également le quotidien de Matin Libre, qui propose également comme titre ce matin la une, Parlement de la 9e législature 2023-2026, discrimination positive symbolique pour l'opposition. Info Matin, ce matin, la une, célébration de la 37e journée mondiale de l'habitat. Plusieurs structures d'État du secteur sous les feux de la rampe à travers une opération porte ouverte. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette: état inquiétant de l'ouvrage de franchissement du fleuve Gbanlin à Ouessé. Le cri de cœur de l'honorable Edmond Agua au ministre de Patrice Talon est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une, législative de 2023, 16e circonscription électorale et la 6e dans le Bénin, Herman Atindeou et Smith Ayadogun, 2 valeurs sûres pour l'UP Le Renouveau. Il s'agit bel et bien de Judicaël Ayadogun. Nous passons à présent au journal Libération, qui titre ce matin en manchette: diplomatie, Patrice Talon vend les atouts du Bénin aux Pays-Bas. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, législative de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat échange avec les partis politiques l'enregistrement des déclarations de candidature prévues du 28 octobre au 2 novembre prochain. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, législative de 2023, une plateforme web pour la déclaration des candidatures envisagées. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Patrice Talon aux Pays-Bas, des accords de coopération signés. Le journal Nord-Bénin propose ce matin en manchette:
Atelier sur la digitalisation des collectivités locales, la machine du numérique élargit ses tentacules. Le grand regard en manchette hébergeant des partis fantômes, l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain au cœur des marchés de dupes, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir que lundi 3 octobre dernier, la Commission électorale nationale autonome Sénat a initié une rencontre avec tous les partis politiques légalement constitués au Bénin. À cette rencontre, tous les partis ont répondu présents afin d'être au parfum du calendrier du processus électoral en cours au Bénin. Chose surprenante, même les partis qui sont censés ne plus exister sur l'échiquier politique pour avoir décidé de fusionner avec l'un des deux grands blocs de la mouvance présidentielle étaient de la partie, ce qui laisse entrevoir le marché de dupes que l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain sont en train de conclure depuis quelque temps avec une kyrielle de formation politique. Toujours à la une du même journal ce matin, crise au sein de CCCR d'Agbediga est un os dans la gorge d'ici Pasteur Alopo, de retrouver son argumentaire dans les colonnes de la page ce matin du journal, pour être plus précis, à la page 11. Modification du code de procédure pénale, Patrice Talon obtient la clé de libération de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. La tribune de la capitale titre ce matin la une 29e journée mondiale de l'enseignant ce jour à Lokossa. Le message conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale est à retrouver, dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre ce matin réhabilitation du lac Nokoué et alimentation en eau potable. Patrice Talon décroche un financement d'environ 120 milliards de francs CFA aux Pays-Bas. L'article édifiant et renseignant est à retrouver à la page 3. Organisation des élections législatives de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat, bien autonome, aucune ingérence du gouvernement. La rencontre entre Saka Lafia et les ministres Seydou et Raphaël Akoteyon vise le bon déroulement du scrutin. Les différents acteurs impliqués dans le processus électoral séduits. Toujours à la une du même journal ce matin, engagement et militantisme des jeunes, Herman Atindeou et Smith Judicaël Ayadokun, des boussoles pour l'UP Le Renouveau. Toujours à la une du même journal ce matin, ouverture d'une école de métier de l'aviation au Bénin, l'ANAC signe un partenariat avec l'aéroport de Schreckbrock et la MRC. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Rencontre avec les partis politiques, ministères sectoriels et institutions impliquées dans le cadre des élections législatives prochaines. La Sénat fait le point des préparatifs des législatives de 2023. Le calendrier électoral fixé au 28 octobre, le début du dépôt des candidatures. Le calendrier électoral fixe, au 28 octobre prochain, le début du dépôt des candidatures. Le code électoral sera appliqué dans son esprit et dans sa lettre afin que la Sénat, sous notre gestion, soit la plus crédible, la plus inclusive et la plus équitable, Saka Lafia. Le journal L'Autre Vision à la une ce matin, échange entre la Sénat et les institutions impliquées dans l'organisation des élections législatives de janvier prochain. Les parties prenantes fixées sur leur rôle et les responsabilités, la crédibilité, la transparence et l'inclusivité des élections. Un souci constant du président de la Sénat, Saka Lafia. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin en deuxième de titre à la une. 3e session extraordinaire 2022 de l'Assemblée nationale. Vote de la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières et 4 autres projets. Éveil Info titre ce matin à la une. Dans la crainte d'une augmentation des prix, les Béninois vivent désormais la peur au ventre. La Couronne Info à la une ce matin. Suspension des peines de prison au Bénin. Les députés donnent carte blanche au chef de l'État. Enfin, une lueur d'espoir pour Ricky Amadougou et Joël Frédéric Aïvo. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Mercredi 5 octobre 2022, bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une deuxième juridiction spéciale vient de voir le jour. Les députés de la 8e législature ont adopté ce mardi 4 octobre 2022 la loi numéro 2022-16 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières en République du Bénin. Rappelons que le gouvernement béninois a transmis ce projet
projet de loi à l'Assemblée nationale le mercredi 11 mai 2022 à l'issue du Conseil des ministres. L'objectif du gouvernement est de mettre fin à l'insécurité foncière qui représente un risque potentiel de troubles à l'ordre public autant qu'un frein à l'investissement public et privé. Il faut préciser que le Bénin dispose d'un code foncier domanial. Réunis en session extraordinaire à la demande du président de la République, les parlementaires ont adopté ce 4 octobre 2022 à l'unanimité la loi 2022-19 portant modification et complémentant la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. Le projet de loi avait été transmis au Parlement par le gouvernement après la prise d'un décret en Conseil des ministres en sa séance du mercredi 21 septembre 2022. Cette loi va permettre au président de la République d'ordonner la suspension de l'exécution de la peine de prison lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires, souligne le Conseil, suite au consentement du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les dispositions du projet de loi, les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l'exécution de la peine. Selon le texte voté par l'Assemblée nationale, cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée pour une durée et ne serait excédée 5 années civiles renouvelables une seule fois. Dans le cadre des législatives 2023, la Commission électorale nationale autonome a rencontré ce mardi 4 octobre 2022 les ministères sectoriels et institutions impliquées dans l'organisation des législatives de janvier à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Les participants se sont entretenus sur le rôle et les responsabilités de ces acteurs en vue du bon déroulement du processus électoral. Reportage Saint-Onde-la-Rose, Adjagbenon, Abdelkader Achirou. Au deuxième jour des séances de concertation entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et les parties prenantes aux élections, le Conseil électoral et la Direction générale des élections échangent avec les ministères sectoriels et les institutions impliquées dans le processus électoral. L'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Nous vous présenterons le chronogramme en exécution depuis le 21 février 2022. Aussi, allons-nous vous renseigner sur les rôles et responsabilités des parties prenantes et plus précisément le rôle du juge constitutionnel dans le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. Après la présentation de l'agenda de la Sénat par Rufin Domingo et le rappel des rôles et responsabilités des organismes concernés par Mireille Mariano, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle a expliqué aux participants les dispositions relatives aux contentieux électoraux dans le cadre des élections des députés au Bénin. Le contentieux électoral est une matière complexe dans laquelle on assiste à une pluralité de juges et à un enchevêtrement des procédures, mais qui donne aussi à voir une certaine fragilité. Les médias, les organes de gestion des élections ont un rôle irremplaçable dans l'entreprise de simplification et d'accessibilité du contentieux électoral, mais ce sont surtout les partis politiques qui devraient prendre le contentieux au sérieux. Ils devraient notamment privilégier le déploiement et la formation de leurs représentants dans tous les postes de vote. Vu l'importance de la gestion des contentieux électoraux pour un scrutin apaisé et transparent, la Sénat s'engage à entretenir les responsables de partis politiques sur la question en réponse à la doléance de la vice-présidente de la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous prenons un double engagement, tenir compte autant que faire se peut de vos pertinentes recommandations. 2. Appliquer le code électoral et toute la réglementation électorale dans leurs lettres et dans leur esprit. À qui sait comprendre, peu de mots suffisent. La rencontre avec les ministères sectoriels et les institutions impliquées dans le processus électoral est la 23e activité inscrite dans le chronogramme de la Sénat sur les 73 prévues. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et son collègue de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akonteyo, ont réaffirmé le souhait du gouvernement béninois pour un déroulement du processus électoral sans embâche. Si tous les citoyens pouvaient avoir connaissance de tout ce qui a été dit ici, je crois que cela va nous faire éviter beaucoup de problèmes.
la Sénat est en train de jouer son rôle, mais il faut qu'il y ait des relais pour que nous puissions vraiment atteindre toutes les cibles. Je crois que cette fois-ci, notre pays est vraiment engagé. Nous voulons tout faire pour que ces élections soient exemplaires. On ne peut pas avoir d'élections sans contestation, mais nous voulons minimiser les contestations. C'est pour cela qu'en amont, tout ce travail est en train d'être fait. Je veux remercier les responsables de la Sénat pour cette initiative. Je sais qu'hier, les responsables des partis politiques ont été reçus. Demain, d'autres composantes de la société seront aussi reçus. Je souhaite que cela continue pour que le maximum de citoyens soient informés. Je remercie une fois encore la Sénat pour tout le travail qui est en train d'être fait et je nous demande de jouer chacun en ce qui le concerne sa partition pour que nous puissions vraiment atteindre l'objectif qui est d'avoir des élections avec le moins possible de problèmes pour que les résultats auxquels nous allons parvenir soient vraiment crédibles, acceptés par tous les citoyens et par la communauté internationale. Le propos tenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, reflète l'état d'âme du gouvernement. Et comme vous le savez, nous allons chacun à son niveau jouer notre partition. Je peux déjà vous assurer qu'au niveau du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, que, toutes les communes et tous les arrondissements sont déjà alertés pour que la Sénat puisse, en toute sécurité et en toute confiance, déployer le matériel électoral et bénéficier de toute l'assistance à laquelle elle a droit au niveau des responsables communaux et d'arrondissement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, nous allons nous mettre à fond pour que ces élections-là soient un succès. Franck Potier, conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et Sidikatou Adamon Houdete, vice-présidente de la Commission béninoise des droits de l'homme, se sont exprimés au sorti de la rencontre. Suivez plutôt. Nous avons un rôle important à jouer, et ce n'est pas pour la première fois. Pour les élections législatives passées, la Commission béninoise des droits de l'homme a joué son rôle de monitoring par rapport aux droits de l'homme. Pendant les élections présidentielles également, et cette fois-ci, nous sommes aussi invités à cette table parce que nous sommes membres des organes de gestion aussi des élections. Et par rapport à cela, on nous reconnaît, on nous invite chaque fois lorsque la Sénat a des activités par rapport aux élections. Et pour vous citer un cas, pour les élections passées, la Commission avait déployé beaucoup de délégués communaux dans tous les départements de la République. Et par rapport à ce que nous venons d'écouter, le rôle et la responsabilité des institutions, c'est très important pour nous, pour qu'on vienne écouter afin de mettre en application la bonne pratique, parce que c'est une leçon qu'on vient d'apprendre, on doit pouvoir et mettre en application cette leçon. Nous sommes venus également pour écouter les communicateurs en ce qui concerne le rôle du juge constitutionnel, en ce qui concerne les élections. Et c'est très important, lorsqu'il y a contentieux, forcément comment ça va se passer. En tout temps, la RAC est appelée à réguler les médias, tous secteurs confondus. Plus spécifiquement pendant la période électorale, la RAC a pour mission d'être encore plus attentive sur le contenu. Et déjà pendant la période que nous pouvons qualifier de pré-campagne, mais qui n'est pas définie dans la loi, la RAC essaye d'organiser un peu, de repréciser les rôles. Et la délicatesse de la période se situe en ce sens que, au même moment que la loi électorale interdit la campagne pendant la période hors campagne, comme cela peut se... excusez la répétition, mais la même loi électorale impose aux partis politiques d'avoir animé la vie politique. Et donc implicitement, on peut se dire, mais lorsque la campagne il est
interdit toute activité de propagande aux partis politiques tant que la campagne n'est pas ouverte. Mais comment est-ce que, par exemple, les populations pourront être informées des listes en compétition, informées des candidats en compétition? Donc, la décision de pré-campagne que nous prenons à la HAC permet de pouvoir favoriser l'accès à l'information tout en évitant de verser dans la campagne en attendant qu'elle soit ouverte par le président de la CENA. Pendant la période de campagne, la HAC organise également l'accès aux médias du secteur public et également à tous les médias du secteur privé aux candidats en compétition. Donc pendant les 2 semaines, on organise comment est-ce que tous les candidats en jeu pourront avoir à ces médias de façon équitable pour qu'il n'y ait pas d'injustice dans l'accès aux médias. Et maintenant, pendant la période de scrutin également, pour scrutin, elle continue de veiller, de réguler pour gérer avec parcimonie cette période très délicate où les résultats commencent à tomber alors que la CENA, elle-même, l'organe en charge des élections, n'avait pas encore proclamé les résultats. Donc, en grosso modo, c'est comme ça qu'on peut décliner le rôle que la HAC est appelée à jouer pendant la période électorale. Les séances de concertation entre la CENA et les différentes parties prenantes dans le processus électoral vont s'achever ce mercredi 5 octobre pour la rencontre avec les organisations de la société civile. La commission de la CEDEAO et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et le Centre a lancé officiellement le lundi 3 octobre dernier la formation sur le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi que la mise aux normes des ports pour le renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest et Centre. C'était au siège de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et Centre, en présence de plusieurs experts de la CEDEAO. Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO au Bénin, a notifié les raisons de cette formation. Il s'exprime au micro de Anel Dou. Malgré ces nombreuses potentialités, notre région reste encore la cible d'une criminalité transnationale organisée en évolution, qui n'épargne pas bien sûr le domaine maritime. Si on dit souvent que le transport peut être multimodal, la criminalité aussi elle est multimodale. Donc, les marchandises se transportent de mer en air, ou de terre en mer, etc. Mais la criminalité aussi, elle est à ce niveau multimodal. Et donc, cela démontre l'importance que revêt pour nous donc, de travailler sur tous les tableaux et tous les aspects de nos frontières maritimes, aériennes, terrestres, fluviales. Dans la mesure où donc, les participants à cet atelier sont pour la plupart venus des administrations nationales et régionales impliquées dans la mise en œuvre du système intégré de sûreté et de sécurité maritime de la CEDEAO, je pense que tout le monde va en profiter, et en particulier nos États membres respectifs. C'est donc avec un intérêt réel que la Commission de la CEDEAO attend les recommandations qui seront issues de la table ronde qui clôturera les travaux de cette formation. Mesdames et messieurs, chers participants, il ne fait aucun doute que de retour chez vous dans vos structures respectives, vous n'hésiterez pas à partager l'expérience acquise ici et faire profiter à vos pays des formations et de tout ce qui vous aura été, que vous aurez appris ici, au contact des autres. Le droit à l'avortement permet à une femme enceinte de pouvoir décider librement de garder ou non une grossesse en fonction de plusieurs paramètres. Au Bénin, l'avortement a été légalisé grâce à la loi numéro 2021-02, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003, relative à la santé sexuelle le 21 octobre 2021. Konaïd Akwedinoudje, juriste des droits humains et démocratie, explique les conditions d'accès à l'avortement et relève l'importance d'un décret pour sa mise en application. Il est au micro de Quentin Amoussou. De la loi qui a été votée en 2003, une femme pouvait faire recours à l'avortement dans 3 conditions. Lorsque la grossesse est issue de l'inceste ou d'une relation de viol, lorsque la poursuite de cette grossesse peut causer des dommages liés à la santé de la femme
ou lorsque l'enfant à naître contracte une maladie grave. Mais la récurrence des questions que j'ai précédemment évoquées au Bénin a permis aux gouvernants de penser, notamment au gouvernement, de penser à l'élaboration d'un projet de loi qui va réglementer la question et permettre aux personnes qui sentent vraiment le besoin et qui remplissent les conditions de pouvoir accéder à des services d'avortement de façon sécurisée. Parce que mieux vaut permettre aux gens, dans un cadre sécurisé, d'avoir accès à l'avortement que de l'interdire et d'avoir après des centaines, des milliers de morts par avortement non sécurisé, par avortement clandestin. C'est donc ce qui a été fait en 2021, à la fin de l'année 2021, où il y a une ouverture de l'accès à l'avortement au niveau des femmes. Bien entendu que le Bénin est profondément attaché à la protection du droit à la vie. Et il est même dit dans la Constitution que le droit à la vie est un droit fondamental qui est protégé par le Bénin et donc par les autorités également. Mais au regard de la pertinence de la question de l'avortement, il a été dit, en plus des 3 conditions déjà énumérées avec la loi de 2003, que les femmes puissent faire recours, puissent avoir la possibilité de faire recours à l'avortement lorsqu'ils sont dans des cas de détresse émotionnelle, de détresse financière, ou lorsque la poursuite de cet avortement, de cette grossesse, peut affecter leur vie professionnelle et ces éléments-là. Bien évidemment, il a été prévu la prise de décret d'application pour que les conditions d'accès à l'avortement sécurisé puissent être véritablement définies. Qui peut faire un avortement? Dans quelles conditions? Comment peut-on analyser la situation de détresse financière, économique ou la situation de détresse professionnelle d'une femme? Ces éléments-là doivent être précisés dans les différents décrets d'application. Quel sera le coût également d'un avortement sécurisé? Tous ces éléments devraient être prévus dans les décrets d'application. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore les décrets d'application. Nous, les juristes, on attend les décrets d'application pour voir les conditions dans lesquelles ces dispositions législatives seront élaborées. Parlons inondation dans ce bulletin matinal d'information. La crue est l'élévation du niveau de l'eau dans un cours d'eau ou un lac. C'est ce que vivent les habitants de Kpakpa-Kamé dans la commune de Semek-Podi. Les affres de ce phénomène touchent toutes les couches sociales et toute personne sans distinction. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de suivre le quotidien de ces habitants en cette période de crue de lac Nokoué. Reportage signé Francis Fahami. Ozo Egbami. Bon, janvier, mais pour 3 mois, et nous Nous sommes à Kpakpa-Kamé dans la commune de Semek-Podi. Ici, les habitants connaissent la chanson, mais cette année, le niveau de la crue du lac Nokoué est différent. Makaza malagoto de ko mo melewe mi bidi o ai ho nu gejidi o bile yo pele kukuru tome nu jijo file ma yo de pepe ma o sera me bi kwa dade amodi beto makaru kwe bona ha to mo ha ya keji to me nya me bi afale bi vivo yo pele tome bi o ma do joie. Les conséquences ici sont immédiates et n'épargnent personne. Aussi la zombo mai ganoton il file pepe donné a il file pepe di ai file pepe di ohunja ando amado hun amasin ai file wo zombo toji hun le do to po to aliology aje file pepe hun ando jedon wo podo ngan honde pepe de ajen ho ejo ya anje me bo je to ye to toji hun lo di amado ko magaluwe to toji hun mo we ko je geji amodi mama no ve mo ku ve fine po we fosi an gbode chokoto je to bona ro tolo ni kaka afoto bi odo me akwa to efojan ni eyan foto ka so pra keji agan ma ro sua ne wa me toji tolo mo we de pepe o bo mi gbo mo zi akulu bo kian kwa we yo pele ngbe do dun ye solo o solo so hu
Activité les pour nous bloquer. Donc, nous avons un problème Toutefois, des conseils sont prodigués aux habitants par des environnementalistes pour les aider à mieux faire face à cette situation. Nous conseillons juste ceux que nous connaissons et qui vivent cette situation. On leur dit tout simplement de savoir se comporter, de garder les enfants à l'abri, c'est-à-dire s'ils ont des parents ou des connaissances de l'autre côté, et de bien vouloir les déposer ces enfants-là à leurs proches ou bien aux parents qui sont de l'autre côté de la ville. Eux aussi, bon, s'ils ont des motos et autres, là, de les mettre à l'abri de cette situation parce que c'est une situation qui ne laisse personne indifférent, ça crée beaucoup de dégâts. Les habitants invitent les autorités à leur secours. Amadi ekonomi mele mazanga mio emi na jo fi pe vile do khome brando idikwe do time ekonomi lo dumide de to ma wa ekonomi lo dumide gome mi odu Akolu ni bomi bo ajira fi lo do ran mi do ni modo ni do yezi ali o lo yaga o sin ro ma so agba mi mo ni abomi bo jira ali o lo do ran mi e do do jande do win pe vile gbon fi ye ni abomi ene le bi ni ton so eme o. En cette période de pluie, de nombreux habitants de plusieurs localités subissent les affres de la montée des eaux. Parlons coup d'État Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, destitué le vendredi 30 septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, mais qui refusait d'abdiquer, a finalement démissionné le dimanche 2 octobre dernier. L'ancien président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui avait chassé du pouvoir l'ancien président Roch Kaboré le 24 janvier, n'a pas réussi à inverser la situation en sa faveur. Colombe Oussou a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les commentaires de quelques citoyens face à cette situation que vit le Burkina Faso. Sans vous mentir, moi j'ai déploré ce coup d'État-là. J'ai déploré ça. Moi, je suis un peu inquiet. Au premier abord, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été réellement fait. C'est pour cela qu'il y a encore un autre coup d'État. Dans 8 mois, ils ont fait 2 coups d'État. Ce n'était pas bon pour l'Afrique. J'applaudis des pieds et mains ce coup d'État. Quand j'ai vu les dernières tueries là, et moi j'ai eu peur pour lui. J'ai dit mais la chose s'est aggravée. Donc les militaires ont décidé de le renverser. Et ça n'a pas été facile. Vous savez, il s'est réfugié dans une base française. Le cas du Burkina Faso, ça a commencé à partir de la mort de Sankara. Or, le peuple burkinabé est un peuple libre, digne, intègre, qui ne pardonne pas. Voilà. Aujourd'hui, ils ont pris la voie de la liberté, la voie du salut, comme le Mali, comme la Guinée-Conakry. Le problème, c'est l'insécurité. Tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution pour l'insécurité, vous avez 40% du territoire burkinabé n'est pas contrôlé par les gens qui sont au pouvoir. Mais c'est grave. Quand vous ne contrôlez pas 40%, il y a des tueries. Tout récemment, une cinquantaine de civils ont été déportés. C'est normal, il y aura un coup d'État. Si en temps, les populations ou bien ceux-là qui sont en train de diriger le pays n'ont pas réussi à corriger le tir, c'est-à-dire que ce pourquoi le colonel Paul Damiba, ou comment il s'appelle, avait fait le coup d'État n'a pas marché, je crois que c'est encore normal que quelqu'un d'autre puisse réagir pour pouvoir corriger le tir. Puisque peut-être ils avaient ensemble décidé de quelque chose avant de venir au pouvoir. Certainement, ce n'était pas Damiba seul qui était le meneur de coup d'État. Il y avait quelqu'un qui était là derrière lui, mais des gens qui étaient avec lui. Si en temps, il n'a pas réussi à amener au bon port tout ce qu'ils se sont dit, c'est normal que les gens puissent réagir et corriger le tir, comme au Mali. Tel que j'ai entendu le discours du nouveau homme fort, il semble qu'il veut remettre le pouvoir aux civils. Donc, s'ils peuvent organiser une bonne transition et combattre
l'insécurité, ça serait une bonne chose. Et que ça serve de leçon à toute l'Afrique francophone de l'Ouest. Pour que ces coups d'État n'interviennent pas, il faut la bonne gouvernance et la répartition équitable des biens. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un est au pouvoir, il pense que lui, il peut primer tout le monde. Si c'est comme ça, on va vous faire un coup d'État et les gens vont s'en réjouir. Bien vrai que ce n'est pas bien. Donc, dans l'avenir, je pense que le problème de l'insécurité, il faut résoudre. Le problème de chômage aussi, il faut résoudre. Le second coup d'État en moins de 9 mois au pays des hommes intègres installe à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration Ibrahim Traoré, un jeune de 34 ans. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre le portrait du nouvel homme fort du Burkina Faso. Né en 1988, Ibrahim Traoré a obtenu son baccalauréat série D en 2007 et rejoint l'armée en 2009 où il reçoit une formation d'artillerie au Maroc. Ceci après un séjour à l'université de Ouagadougou où il obtient sa licence en sciences de la vie et de la terre. Il a choisi une carrière militaire après avoir terminé sa scolarité dans la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, avec des rapports le décrivant comme timide et plutôt réservé, mais aussi très intelligent. Le jeune militaire accède au grade de sous-lieutenant en 2012 et de lieutenant de l'armée du Faso en 2014. Ibrahim Traoré est fait capitaine en 2020. Membre du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, depuis son avènement, il est fait chef du régiment d'artillerie en mars 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré, à 34 ans, est encore un cœur à prendre. Il est le plus jeune chef d'État d'Afrique, rejoignant les rangs de deux autres puntis, le colonel guinéen Mamadi Doumbouya, né en 1981, et le barbucole malien Assimi Goïta, né en 1983. Ibrahim Traoré est devenu le dernier officier militaire à prendre le pouvoir lors d'un coup d'État dans l'une des anciennes colonies françaises en Afrique de l'Ouest. Il a renversé son ancien camarade, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le 30 septembre 2022, après l'avoir accusé de ne pas avoir tenu sa promesse de réprimer l'insurrection islamique qui sévit au Burkina Faso depuis 2015. Je sais que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous ici. Nous ne voulions pas ce qui s'est passé, mais nous n'avions pas le choix, a déclaré le capitaine Traoré aux responsables gouvernementaux. Pendant la courte période au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, les attaques de militants islamistes, certains d'entre eux liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda, se sont multipliées au Burkina Faso alors qu'ils s'emparaient de territoires dans les zones rurales et encerclaient les villes, laissant à l'État le contrôle de seulement environ 60% du pays, selon certaines estimations. En l'absence d'institutions démocratiques fortes dans un pays où l'armée domine depuis longtemps, le capitaine Traoré a pris le pouvoir en s'engageant à améliorer la sécurité dans une nation vivant dans la peur des militants. Son coup d'État, le deuxième au Burkina Faso en moins de 9 mois, est le dernier signe de l'épidémie de coup d'État dont s'est inquiété le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, en 2021. Mais avec des puissances mondiales concentrées, soit sur les crises intérieures, soit sur la guerre en Ukraine, elles ont prêté peu d'attention à l'instabilité qui a ravagé des pays comme le Burkina Faso. Au contraire, le Burkina Faso et certains autres pays se sont retrouvés de plus en plus impliqués dans la rivalité de la guerre froide qui a été ravivée par le conflit ukrainien, alors que la Russie cherche à étendre son influence dans la région aux dépens de la France qui a conservé des relations économiques, liens militaires et culturels avec nombre de ses anciennes colonies en Afrique. Je sais que la France ne peut pas s'immiscer directement dans nos affaires, a déclaré le capitaine Traoré, ajoutant: les Américains sont nos partenaires maintenant, mais nous pouvons aussi avoir la Russie comme partenaire. Ces commentaires
suggère qu'il pourrait suivre l'exemple de son homologue malien qui aurait fait appel au groupe de sécurité russe controversé Wagner pour remplacer les Français dans la lutte contre les djihadistes, mais avec peu de succès car l'insurrection s'est également aggravée là-bas depuis que l'armée a organisé un coup d'État en août 2020. Traoré s'est fait les dents en combattant les djihadistes au Mali. Il a servi dans une force de l'ONU et aurait fait preuve de bravoure face à une attaque complexe par des militants dans la région nord de Tombouctou, célèbre pour ses bâtiments centenaires en 2018. L'année suivante, il a participé à une opération militaire baptisée Otapuanu dans l'est agité du Burkina Faso pendant 7 mois. Il a également servi dans un détachement de Makoy dans la région nord du Sahel et y a participé à plusieurs opérations. Traoré est proche de ces hommes volontaires et courageux. Il ne pouvait pas passer 6 mois sans se rendre dans un détachement, a déclaré une source anonyme citée sur Radio Omega du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a pris la direction du pays comme un certain Thomas Sankara et comme lui, après un coup d'état militaire, capitaine comme lui, 34 ans comme lui. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatouri, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h si tout va bien Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, David Kofiaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de phare, vous êtes acteur politique, vous êtes également le président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler du phare. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le phare? Les non-initiés, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à travers le phare? En termes clairs, le phare, c'est un art divinatoire qui, parmi tant d'autres, parce qu'il fait partie de la famille des futurologies, c'est un art divinatoire qui permet de décrypter l'avenir. D'abord d'un individu, mais également de toute action qu'on va bien entreprendre dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que à chaque cloison de sa vie, on peut questionner le phare pour savoir comment demain sera fait par rapport peut-être à une union conjugale, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une situation économique. Donc, le phare, en un mot, c'est en quelque sorte un éclaireur, un guide qui permet de savoir de quoi demain sera fait et de savoir où est-ce qu'il faut poser les pieds sans risque de se tromper. Sans risque de se tromper. Alors, généralement, on parle de réception du phare. Oui. Quelle est son utilité? Là, c'est l'initiation phare. Ça concerne l'individu. C'est-à-dire que pour le phare, autant que nous sommes sur la planète aujourd'hui, nous sommes catégorisables en 256 compartiments. C'est-à-dire que pour le phare, il y a 256 personnes sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a 256 rangées et chaque individu peut être regroupé par rangée. Donc, quand vous allez faire l'initiation phare, donc quand vous allez recevoir votre phare, vous recevrez un des 256 signes du phare. Et à partir de ce signe-là, on peut vous décoder, on peut vous lire comme un ouvrage depuis votre conception jusqu'à la mort, et même 16 ans après la mort, on peut tout lire sur votre personne, votre être, et dans tous les domaines de votre être-té. Dans tous les domaines de votre être-té. Est-ce que tout ce qui est révélé est exact, est réel? C'est réel, mais tout ce qui est révélé peut ne pas se passer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le phare peut trouver, peut-être dans un avenir lointain ou proche, une situation de maladie, une situation de mort subite, une situation de difficulté dans tel ou tel domaine. Mais il prévoit en même temps des sacrifices ou des rituels sacrificiels qui permettent de déjouer ou alors d'atténuer ce présage-là qui est plus ou moins négatif afin de vous permettre de mieux vivre, en fait. Afin de permettre de mieux vivre. Alors, lorsqu'on parle de phare, en réalité, vous dites qu'on le consulte pour les unions, les mariages et tout. Est-ce qu'il peut arriver qu'après une consultation de phare, malgré la satisfaction des différentes exigences du phare, que l'on ait toujours le malheur qui a été prédit par l'oracle? Oui, c'est possible. Pourquoi? C'est possible parce que si c'est déjà confirmé, décrété par l'invisible, ou alors ça fait partie d'un agrégat de karma lié à l'individu et décrété par les maîtres, les seigneurs du karma, quoi qu'en soit ce qu'on fera sur cette terre, c'est que ça va se passer. Ça va se réaliser. C'est-à-dire que l'individu, c'est tout comme quelqu'un qui est malade. Le phare a des principes. Quelqu'un qui est malade, qui est alité par exemple, et qu'on consulte le phare,
et qu'on retrouve le signe d'Yogbe, quoi qu'en soit ce qu'on fera, celui-là partira. Quoi qu'en soit. Quoi qu'en soit ce qu'on fera. Quel que soit le médecin qui vient le soigner. Quel soit le médecin qui vient le soigner. Si la personne partira. Il partira. Voilà. Alors, nous avons une chanson chez nous actuellement qui est en vogue, celle de respectable Savouan Danielou et de jeune Nicanor, où Savouan invitait quand même, en tant que père, à donner un conseil à un jeune enfant de prendre son phare et de respecter les interdictions. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous qui êtes près de phare, les jeunes qui nous suivent en ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez expliquer par rapport à cela, spécifiquement? Voilà, de façon précise. C'est-à-dire que le phare, au fait, vous dicte tout ce que vous devriez faire et tout ce que vous ne devrez pas faire. C'est-à-dire que tout est possible, mais tout n'est pas permis à tout le monde. C'est-à-dire? Moi, je peux manger la viande du porc, mais vous ne pouvez pas manger parce que votre constitution spirituelle ne vous permet pas de le manger. Si vous le mangez, vous aurez peut-être des maladies. Moi, je peux manger haricots. D'autres personnes ne peuvent pas manger parce que c'est interdit. Quand ils vont manger ça, ils vont commencer par avoir des déboires. Donc, avoir son phare, c'est de savoir exactement qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Le phare va jusqu'à vous proposer même la couleur de l'homme qui vous convient ou la couleur de la femme qui vous convient. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse a tendance à focaliser l'union matrimoniale sur le sentiment, c'est-à-dire j'aime cet homme dont je vais l'épouser quoi que ce soit ce qu'on me dise. Mais aujourd'hui, là, pour le phare, aimer ne suffit pas pour vivre ensemble. Aimer, c'est autre chose, et vivre ensemble, c'est autre chose. Mais généralement, on se cantonne sur le fait que on apprécie ou on a tout ce qu'on veut chez l'homme ou chez la femme, et on peut le marier ou la marier. Mais c'est que ça ne va pas loin. Ce qui fait que quand vous observez très bien nos grands-parents, la plupart des unions contractées il y a environ 50 ans ou 60 ans sont restées debout. Mais aujourd'hui, c'est 6 ans. C'est-à-dire que quand on se met en couple, plus de la moitié des couples, 6 ans après, ne tiennent plus. C'est-à-dire ça a déjà capoté. Parce qu'on focalise cette relation uniquement sur le sentimental. C'est-à-dire que je l'aime, il m'aime, je l'aime, elle m'aime, et puis c'est fini, ça suffit. Mais pour le faire, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a une situation de compatibilité, d'incompatibilité qui se pose. Et ça, c'est sûrement purement sur le plan spirituel. Il y a des gens qui ne peuvent pas épouser des femmes claires. D'autres qui ne peuvent pas épouser des femmes noires. Il y en a qui ne peuvent pas épouser des hommes élancés, comme d'autres ne peuvent pas épouser des hommes courts. Donc, quand vous allez recevoir votre signe du phare, le phare vous donne la précision sur le caractère physique, les traits caractéristiques de l'individu que vous pouvez épouser, homme comme femme. Maintenant, si vous passez outre, vous pouvez faire, parce que la volonté du phare ne s'impose pas à l'homme. Le phare vous conseille. Maintenant, si vous le faites, c'est que à côté, vous avez en même temps les retombées, c'est que ça n'ira pas loin. Alors, vous le dites si bien, c'est sûr que des jeunes ont quand même cette question, qui nous suivent en ce moment, envie de vous poser cette question-là. Alors, lorsque je tombe amoureuse d'une femme, lorsque le femme interdit par exemple de ne pas prendre une femme claire, et que je tombe amoureuse d'une femme claire, et que cette femme claire, je sens qu'elle me prodigue la chance, je sens qu'avec elle, tout semble aller mieux, est-ce que je vais la laisser parce que le phare l'a interdit? Cette histoire de je suis tombé amoureux, c'est une aberration en fait. Moi, je ne comprends pas cette hérésie mentale que nous avons ou que cette jeunesse-là aujourd'hui. On ne raisonne pas, on raisonne. Souvent on dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais ça ne veut rien dire. Hein. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, votre avenir est déterminé par le partenaire ou la partenaire que vous avez. Si le phare vous déconseille de prendre un homme clair ou une femme claire et que vous en êtes tombé amoureux ou amoureuse, vous le faites, c'est que souvent les conséquences sont incalculables. Parce que quand le phare va interdire par exemple la couleur claire, c'est pour éviter ce que nous appelons le nukumian, c'est-à-dire que des préoccupations à vous donner même l'insomnie. Mais quand le phare vous interdit des personnes de teint sombre, c'est pour éviter la mort subite. Maintenant, si vous le faites, vous êtes libre de le faire. Mais c'est que 1 an, 2 ans, 3 ans après, les conséquences sont là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez... ça a commencé par prendre de proportions. On a des jeunes filles oui, de moins de 30 ans ou plus de 30 ans qui sont déjà veuves. Mais être veuve jeune, c'est une malédiction. Parce que quand vous le faites une fois, vous le faites 2 fois, c'est que vous allez le faire 3 fois. Et souvent, on ne voit pas ces conséquences. C'est-à-dire que on se contente seulement sur le ressentiment pour déterminer l'avenir qui, après, devient étriqué.
De sorte qu'on n'a plus de marge de manœuvre et on subit maintenant par la suite tout le reste du temps qu'on va passer sur la terre. C'est-à-dire qu'on veut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans de folie, d'amour, et maintenant vivre 40 ans, 50 ans de misère. C'est la rhétorique qu'on retrouve aujourd'hui chez les jeunes, permettez-moi qui sont entre griffes appelés les gaimans. Leur rhétorique, c'est quoi? C'est-à-dire, si de quoi beaucoup ça. C'est-à-dire, je peux être riche aujourd'hui et mourir demain. Il faut qu'on sorte ces hérésies-là de la tête de la jeunesse. Sinon, là où on va... Mais est-ce que ce n'est pas dû à une défaillance à un niveau donné? Non. Est-ce qu'il n'y a pas une démission quelque part? Il n'y a pas de démission, mais c'est dû à une défaillance de notre système éducatif. Justement. Parce que quand vous observez les écoles et les universités, on passe tout le temps à enseigner la jeunesse. Mais on ne les éduque pas. Il y a une différence entre les deux. Hier, on éduquait, mais aujourd'hui, on n'éduque plus. On enseigne. La modernité, la modernisation. Oui, mais justement, c'est qu'on veut plagier l'Occident. Oui. Aujourd'hui, l'Occident est en perte de vitesse. Ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de valeurs. Surtout les valeurs morales, ça n'existe plus. Et c'est ce que nous avons malheureusement copié depuis quelques dizaines d'années et les conséquences se font observer aujourd'hui. Et les non-valeurs sont promues. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la faculté de tromper votre mari, on trouve que vous êtes bête. Si vous n'avez pas la faculté de tromper votre épouse, on trouve que vous êtes bête. Vous êtes un garçon au pas. Donc, on fait la promotion des contre-valeurs. Et quand vous observez même la société, les hommes politiques qui détournent très bien le denier public sont plus applaudis par la population parce qu'ils ont eu le temps de voler l'argent du pays et de graisser les pattes à cette population-là qui les applaudissent par la suite maintenant. Donc, il y a un problème fondamental. Mais ce problème fondamental que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. On n'a pas un problème d'enseignement. Parce que l'enseignement peut retrouver ça sur les réseaux sociaux, on peut retrouver ça sur Internet. On peut avoir même fait des cours sur Internet jusqu'à avoir de grands diplômes sur Internet. Donc, on n'a plus un problème d'enseignement. Mais nous avons un problème d'éducation, surtout en Afrique. Et cela parce que nous avons décidé de mettre de côté toutes nos valeurs spirituelles, toutes nos valeurs culturelles et culturelles, toutes nos valeurs civilisationnelles que nos aînés nous ont transmises. On décide de les mettre de côté parce qu'on suppose qu'avec ces valeurs civilisationnelles, on n'est pas émancipé, on n'est pas civilisé. Donc, il faut importer ce qui vient de l'Occident pour se faire voir civilisé. C'est-à-dire qu'on végète dans l'apparence. On végète dans le paraître. Dans le paraître, c'est tout. Et c'est ça qui crée cette dangerosité-là que nous observons aujourd'hui. Donc, le FA permet juste de vous donner les éléments d'appréciation qu'il faut pour mieux structurer, organiser votre vie. Maintenant, c'est à vous de le faire ou de ne pas le faire. Ça ne s'impose pas à vous. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet quand même d'actualité où on rencontre beaucoup de femmes veuves, mais il y en a beaucoup qui sont également sans mari. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ça? Ce qu'on comprend par là, c'est quoi? C'est-à-dire que on voit de jeunes filles, moins de 30 ans, qui ont 2 enfants, mais qui ne sont plus avec le père des enfants. Et généralement, ce qui se passe, c'est quoi? Alors qu'à la grande expérience d'hier, c'était... Quand on te prend comme femme, hier, c'est que tu restes, même si le mari décède, tu es dans la maison et tu meurs dans la maison, t'enterres dans la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que le problème est à 2 niveaux. Le mauvais choix des jeunes filles. Et deuxièmement, le problème d'éducation raté au niveau du foyer. C'est-à-dire que la plupart des jeunes filles aujourd'hui ne sont pas éduquées à la vie du couple. La vie du couple, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est éduqué à la facilité, on est éduqué par novelas et on pense que ce qu'on voit dans les télé-réalités là, que c'est la réalité sur le terrain, en fait, quoi. Donc, on veut vivre le romantisme qu'on a l'habitude de voir à la télé, alors que le jeune homme n'est pas éduqué comme ça. Donc, quand le jeune homme ne le fait pas, on est déçu de cette relation et on veut quitter la relation. Mais avant que cela ne se passe, c'est qu'on a déjà 1 enfant ou 2 enfants sur le bras. On se retrouve maintenant sur le marché, mais personne ne veut prendre. Mais tout le monde veut y aller. On veut juste goûter et après se retirer. Parce qu'on dit, si elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants, ça veut dire que donc, on ne veut pas. Et aujourd'hui, les familles sont très réceptives par rapport à ça et disent, c'est-à-dire que forcément, elle en a pour quelque chose si elle n'a plus de mari avec 2 enfants. Donc, on veut juste aller, mais personne ne veut reprendre
cette mère célibataire avec ses enfants sous son autorité et l'accompagner harmonieusement dans sa vie. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, nous avons le problème d'éducation, mais on a le problème de mauvais choix. C'est-à-dire qu'on écoute son cœur au lieu d'écouter sa tête. Mais on entend parler parfois à certains prêtres de femmes, des collègues à vous, si on peut le dire ainsi, qui estiment qu'il y a des femmes qui viennent naturellement avec une étoile de veuve. Non, je vais vous dire quelque chose. Le sort n'est pas une fatalité. Il n'y a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. C'est-à-dire que si l'individu accepte la fatalité, l'individu aura la fatalité. Même si tel est le cas, ou même dans le destin de la femme, elle est appelée à être veuve, il y a des rituels qu'on fait pour substituer. Il y a des rituels de substitution qui sont faits pour corriger cet état de choses. Là, ça c'est clair. Et généralement, ça se retrouve sur le signe du fa Béékou, qui fait qu'une femme qui est sur ce signe-là va forcément se retrouver veuve, et souvent jeune. Mais il y a des dispositions qu'on peut prendre pour pallier à ça, et elle peut vivre harmonieusement avec un homme du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Je me rappelle, il y a cela, je crois, 5 ans, j'avais eu dit qu'il y avait une église du Fa. Church. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est une vieille église. Hein. Il y a très longtemps, l'église du Fa Church existait il y a très longtemps, où ils font des liturgies inspirées des rituels du Fa. Et ça existe. Je crois que ça fait école même dans d'autres pays. Est-ce que le CONASEB approuve cela au Bénin? Oui, le CONASEB approuve cela, mais au niveau du CONASEB, nous sommes très réceptifs par rapport au plagiat. C'est-à-dire que aller adopter les liturgies des autres religions ou les accoutrements des autres religions, non. Mais fonder une liturgie propre à notre tradition, le CONASEB accompagne ça. Enfin, à votre tradition, le CONASEB accompagne cela. Alors, nous parlons de la jeunesse, puisqu'on parle du FA. Nous allons peut-être continuer ici, puisque vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes. On estime que la plupart de ces jeunes-là, que ce soit jeunes garçons comme jeunes filles, sont parfois coachés par des collègues à vous, si on peut les appeler encore ici une fois encore, des prêtres FA qui estiment que non, ce mari-là, tu dois le laisser, non, à tel moment, à tel enseigne, que ces filles elles-mêmes disent après que c'est quand j'ai été consulté qu'on m'a demandé, on m'a recommandé de le quitter, sinon je mourrai vite. Je dis quelque chose, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un bokono assermenté. La plupart des bokonons que nous avons ne sont pas assermentés. Il y a le serment? Oui, il y a le serment. Moi, j'ai été passé sous serment il y a 25 ans. Le 3 septembre 1997. Avant qu'on ne m'autorise à devenir bokono, on m'a passé sous serment. La plupart ne sont pas assermentés. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Un bokono assermenté ne vous dira jamais quitte ton mari ou quitte ta femme. Bokono kanfamo no bahwea, c'est un interdit. Bokono kanfamo no bahwea et kanfano blondoe, il construit, ne détruit pas. Une fois que vous êtes déjà ensemble, il y a toujours des solutions au niveau du fa pour que l'harmonie puisse régner du matin au soir. Ça, c'est autre chose. Mais deuxièmement, il y a quelque chose qui va perdre de vue. On ne peut pas, lors d'une consultation, vous demander de laisser votre mari ou de laisser votre épouse. Ça, c'est une question qui est liée à l'individu. Donc, on doit forcément se baser sur son signe du fa. Et c'est le signe du fa qui détermine si réellement la couleur ou la forme de la femme que vous avez ou de l'homme que vous avez vous convient. Maintenant, si ça ne vous convient pas, et non sous segbe, c'est-à-dire que Béré Biosin Segon, on ferme ça, c'est-à-dire ce qu'on a demandé. Parce que tout ce que nous vivons ici, nous l'avons demandé, consciemment ou inconsciemment. En un mot, ça fait partie de l'agrégat de notre karma. Maintenant, si tel était le cas, il y a un rituel qu'on fait avec un lingua pour substituer tout ça là et balayer tout ça pour qu'on puisse vivre harmonieusement. Maintenant, si le bokon ne le connaît pas, il va demander à ses collègues ou à ses aînés qui ont plus d'expérience pour lui dire « Nénon sous bon, nous en sous passé nénon sous bon, nous vivons dit. » Parce qu'il y a des gens, par exemple, des femmes qui ne sont pas faites pour faire des enfants. C'est comme le Sinchebwe. C'est le cas du Sinchebwe qui, par la force des choses, arrive à faire un enfant, elle va faire la dépression. Pourquoi? Ben c'est le signe qui le dit ainsi. Elle va faire la dépression. Parce qu'en 2 minutes, hein, oui, c'est l'allégorie de 2 femmes qui n'ont pas d'enfants, qui sont des femmes stériles, qui sont allées voir le Fa pour dire au Fa, nous voulons faire des enfants pour la succession du royaume. Parce que c'est des reines.
Mais le signe Tchogbe est venu pour dire, si vous faites d'enfants, vous allez devenir folle. La première épouse dit non, je préfère vivre normalement que devenir folle. La deuxième dit, si je dois devenir folle, pour que le royaume puisse avoir un héritier, je préfère devenir folle pour que le royaume puisse avoir l'héritier. Le phare lui a fait les sacrifices, il a fait les travaux, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a fait l'enfant. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a rien. 6 mois, il n'y a rien. 7 mois, il n'y a rien. La première épouse coupe pour aller voir le phare. Mais tu nous as menti, tu as dit que si on tombe enceinte, on va faire la dépression, on va faire la folie. Mais ma co-épouse est tombée enceinte, elle a fait l'enfant depuis 7 mois, rien ne s'est passé. Le phare dit amène-moi. Et la première épouse a amené le phare dans la maison royale. Et puis l'enfant, arrivé à l'arrivée du phare, l'enfant a commencé par pleurer. La maman lui remet quelque chose, l'enfant ne se tait pas, la maman comme lui parlait, tais-toi, l'enfant ne t'en paie pas, la maman lui donne aussi l'enfant. Et le phare lui demande, est-ce que l'enfant comprend ce que la femme est en train de dire? Il est en train de parler depuis. Il lui remet tout l'enfant, il dit non. Il dit ça, c'est la dépression. Parce que la femme parle, mais l'enfant ne comprend pas son langage. C'est juste une allégorie. Mais c'est que ça révèle une réalité. Sur Tchogbe, qui fait et a réussi à faire des enfants, c'est qui fera la dépression. Donc, il y a des dispositions qu'on prend pour éviter cette dépression-là. Mais on demande toujours à l'individu ou à la femme qui a ce signe et qui a réussi à faire des enfants de beaucoup dormir et surtout de prendre des antidépresseurs, même s'il n'y a rien du tout, pour anticiper sur la situation. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, si vous ne maîtrisez pas les coins et les recoins, c'est-à-dire les subtilités de ces signes-là, il faut vous référer à des aînés. Mais généralement, la jeunesse, aujourd'hui, même dans le milieu du phare, est très arrogante. Donc, quoi, elle est arrogante? Est-ce que ce n'est pas dû à vous-même qui, à un moment donné, avez désacralisé les choses? Est-ce que c'est nous? Parce que nous regardons, par exemple, lorsqu'on nous émettons sur les réseaux sociaux, donc nous sommes très attentifs sur les réseaux sociaux, on voit sur TikTok, sur Instagram, des jeunes exhiber des machines, telles que les appellent ainsi. Ça interroge. Vous savez, ça, par exemple, c'est des turpitudes de la néo-génération que nous déplorons. Mais on n'y peut absolument rien. Puisque les réseaux sociaux sont à la disposition de tout le monde, n'importe qui se lève, il raconte sa vie, il dit tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut, au nom même de cette pseudo-démocratie bidon que nous avons et tout ça là. Donc, il y a un problème profond. Et ce problème profond-là, individuellement, nous ne pouvons pas régler. C'est pour ça que je dis toujours, il faut légiférer parce que ça, il va de l'image même de notre pays. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit des choses, on se demande même, est-ce qu'on est au Bénin? Et ces individus font ces choses au vu au su de tout le monde, mais personne ne réagit. Mais la plupart du temps, c'est dit que c'est des gens qui sont plus nombreux que ceux qui sont réellement ou ceux qui maîtrisent réellement la chose. Et ils sont plus écoutés parce qu'ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Donc, ils saoulent, au fait, la population. Et la population finit toujours par tomber dans leurs bras, au fait. Alors, probablement, dernière question par rapport à cet entretien du jour. Vous avez tout à l'heure dit que lorsque vous mangez des repas proscrits, il peut vous arriver des choses. Qu'est-ce qu'on peut comprendre spécifiquement par rapport à cela? Lorsque vous dites que l'haricot est interdit à telle ou telle autre personne, alors que Dieu nous a fait tout pour manger, alors qu'est-ce qu'on peut comprendre spécifiquement? Est-ce que quand je mange l'haricot, je peux tomber tout le temps malade ou bien je peux ne pas avoir des rentrées d'argent? Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement? Dieu a tout créé. Mais dans leur allégorie même biblique, pourquoi Dieu n'a pas permis à ce que dans le jardin d'Éden, dans ce fameux jardin d'Éden, que ce couple adamique mange tout? Et lui-même a interdit un fruit spécifique qu'il ne faut pas manger. Cela veut dire que tout est à votre disposition, mais tout ne vous est pas permis. C'est ce que cela veut dire. C'est juste allégorique. Je vous donne un exemple très clair. Quelqu'un qui est sur le signe, par exemple, Toulaïkou, s'il mange haricot une année, même une seule fois au cours d'une année, il est incapable de féconder une femme au cours de cette année. Et une femme qui est sur Toulaïkou, qui mange l'haricot, même si c'est pour 100 francs au cours d'une année, elle est incapable de concevoir cette année-là. C'est terminé. Pourquoi? Mais même aujourd'hui, on a même commencé par démontrer ça scientifiquement. Par quelle chimie l'haricot impacte son cycle? Forcément, ça agit sur la physiologie de l'individu. Et je vous dis, la plupart de ceux que j'ai rencontrés qui sont sur ce signe-là n'ont pas eu d'enfants quand moi je les ai rencontrés. Je leur ai dit, arrêtez de manger d'haricots. Pendant au moins 1 an, vous avez la chance de tomber enceinte ou de féconder une femme. Donc, c'est des principes très simples. C'est comme par exemple celui qui a le signe qui comporte Segbolissa, par exemple, et qui prend du vin de palme, par exemple, ou la bouillie fermentée.
il va commencer par avoir des problèmes cutanés. Tout le temps, il va passer chez le dermatologue. Mais il n'aura pas satisfaction. Il suffit qu'il arrête de boire de la bouillie fermentée ou du vin de palme, et puis son problème cutané s'arrête. Donc, c'est des principes très simples. On a du mal aujourd'hui à démontrer. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a commencé avec certains laboratoires en Europe, mais c'est beaucoup de moyens. Parce qu'il faut également une certaine disponibilité. C'est un travail que je suis en train de faire sur mes familles. Certains acceptent de donner leur ADN, certains acceptent de donner leur sang. Vous dites, ce sang-là, pourquoi ces interdits du FA? C'est comme vous avez dit, pourquoi l'haricot? C'est un signe qui me touche moi-même personnellement, et je suis en train de faire un travail scientifique là-dessus à Bruxelles, et sorti des résultats. Mais il faut en faire sur 256 signes, ça veut dire 256 individus. Donc il faut les retrouver, il faut qu'ils acceptent de donner leur sang, pour qu'on ait une analyse pour dire pourquoi tu as ce signe, et pourquoi ce signe-là interdit tel aliment, et quelles sont les dispositions qu'il y a au niveau de ton sang qui constituent des antagonismes par rapport à ces aliments-là, pour que scientifiquement on puisse démontrer. Mais c'est question de moyens, parce que quand vous demandez une analyse, on va vous demander 3 000, 4 000 euros par personne. Et si vous déboussez 4 000 euros par personne sur 256 personnes, vous voyez combien de millions d'euros on va débousser. Donc, nous, on a un problème de moyens pour aller vers une scientifisation des prescriptions du FA. Donc, on peut commencer par faire, même si on fait une ou deux, je dis, si j'arrive à faire au moins 10 personnes et verser les résultats scientifiques d'un laboratoire étranger sur la table, on peut peut-être trouver des partenaires qui vont accompagner pour faire pour le reste et maintenant savoir. On peut maintenant dire avec précision, voilà pourquoi scientifiquement le FA interdit ci pour tel signe, le FA interdit ça pour tel signe. Donc, c'est un problème de recherche profond, mais les recherches aujourd'hui, c'est coûteux. Les recherches aujourd'hui sont coûteuses. Alors, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit avant de vous lâcher. Lorsque vous parlez tout à l'heure de l'haricot, il y a également comme interdit, je crois, le gombo, la viande de porc. La moutarde également. Voilà. La viande de porc est interdite pour ceux qui ont le lissa sur leur signe. Le gombo est interdit pour ceux qui ont le serpent, le dent sur le signe. Or, dans le févique béréa, quand un serpent réussit à consommer de légumes, de gombo, il ne peut plus bouger, il reste statique. C'est avéré? C'est avéré, c'est prouvé. C'est comme le chien, par exemple. Et ceux qui ont goût sur le signe, on leur interdit le vie et la cola. Gros. Oui. Voilà. Mais quand vous donnez, puisque l'archétype de goût, c'est l'éléphant et le rat. L'archétype de Boko Legba, c'est le chien. Or, Boko Legba ne consomme pas de vie, ni de goro. Donc, quand vous donnez de vie ou goro à un chien, il commence par baver. Et pendant 3-4 jours, il est inactif. Donc, il ne peut rien faire. Donc, par rapport à leur archétype, c'est prouvé. Maintenant, si on interdit, par exemple, l'huile rouge à quelqu'un, c'est aussi parce que la personne soit a lissa sur son signe ou a l'osso sur son signe. Donc, c'est des interdits qui sont précis et souvent liés à des archétypes des divinités connues chez nous. Je crois que les interdits, c'est une grande page que nous sommes en train d'ouvrir ainsi. Peut-être que d'ici quelques jours, on va vous recevoir une fois encore pour que vous puissiez édifier les nôtres qui ont soif de connaissances par rapport à ces différents enseignements de la vie. Nous allons revenir peut-être sur les interdits et également parler du Kenessi qui, quand même, défrait la chronique. Tout à l'heure, vous avez parlé des Gaïman. Mais, chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que le Fa est un art divinatoire qui permet de déterminer l'avenir. On peut le questionner par rapport à toute situation de la vie. Il est un éclaireur, un guide. Il y a 256 signes du Fa. Tout ce qui est révélé peut ne pas se passer. David Kofi Azar, prêtre de Fa, a argumenté dans ce sens. Il nous a fait savoir que pour le Fa, aimer ne suffit pas pour vivre ensemble. Pour le Fa, aimer ne suffit pas pour vivre ensemble. Nous avons beaucoup de veuves que nous voyons par ces derniers temps-ci, notamment au sein de notre jeunesse. Et pour lui, être veuve jeune, c'est une malédiction, nous a affirmé David Kofi Azar. Le sort n'est pas une fatalité, nous a également-il laissé entendre. Il y a toujours des solutions au niveau du Fa, nous a-t-il rassuré ce matin. Et nous a fait part au cours de son entretien de ses projets liés à la propagation des bienfaits du Fa. Merci à vous, Kofi Azar. J'espère que vous serez plus ou moins fidèle. C'est bien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du CONASEB, Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Vous êtes prêtre Fa. Vous êtes également militant Mouel Bénin. J'espère que les statuts se préparent bien. Très bien. Je suis le 9e vice-président aujourd'hui. Ok, bravo pour la promotion. Merci à vous, chers amis internautes. Nous passons à présent à la page des sports sur Free Matin.
Bonjour à toutes et à tous. AS Cotonou, club de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, a livré hier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo une rencontre amicale face à AS Vita, club de Kinshasa. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 1 but partout. Pour ces deux équipes, cette rencontre a été une occasion de peaufiner leur préparation. AS Cotonou se prépare pour la saison professionnelle 2022-2023. Pour sa part, AS Vita Club à Cotonou, depuis le samedi 1er octobre 2022, se prépare pour le match aller du second tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF. Le club de Kinshasa va jouer contre le RC Kadiogo du Burkina Faso samedi 8 octobre prochain au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Autre information, après sa visite médicale au Qatar, l'international béninois Samson Akinola, en provenance de Caracas du Venezuela, est officiellement joueur du Zamalek FC pour les 3 prochaines années et en option achat. Le club a officialisé l'écureuil dans la journée d'hier, mardi 4 octobre 2022. Samson va tenir sa première séance d'entraînement avec son nouveau club ce mercredi pour le compte des préparatifs de leur prochain match en Ligue des champions CAF prévu pour le 9 octobre prochain. Hors de nos frontières à présent, l'attaquant argentin Gonzalo Higuaín a annoncé le lundi 3 octobre sa décision de se retirer de la scène footballistique. Lors d'une conférence de presse, l'annonce de sa retraite a été émouvante avec beaucoup d'émotion. En larmes, Higuaín a déclaré « Il y a 3 ou 4 mois, j'ai dit au club que j'allais voir au jour le jour. Cela faisait des années que j'y pensais. Il est temps de vous annoncer la nouvelle que j'ai prise et que je me prépare à cette décision depuis un certain temps déjà. Le jour est venu de vous dire au revoir au football. Higuaín restera dans l'histoire du football comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération, ayant remporté des titres en Italie et en Espagne tout en marquant plus de 300 buts au cours de sa carrière en club. Il a également été sélectionné 115 fois en équipe d'Argentine avec laquelle il a inscrit 31 buts. Il a joué au Juventus, au Real Madrid, à Naples et à Chelsea au cours de sa carrière. Higuaín devrait terminer la saison en cours avec l'Inter Miami et quitter définitivement le football. Cristiano Ronaldo pourrait quitter les Red Devils pendant le mercato hivernal 2023, selon les infos du média anglais de Le Télégraphe. Son entraîneur et son club ne seront plus contre son départ en cas de bonne offre lors du prochain mercato, rapporte la source. Le média britannique précise que Cristiano Ronaldo espère une amélioration de sa situation d'ici la Coupe du Monde 2022 au Qatar afin de pouvoir trouver un club de haut niveau qui lui permettra de retrouver la Ligue des champions. Pour finir, le défenseur central de l'US Shoni, Oumar Ndiaye, est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 28 ans le dimanche 2 octobre 2022 vers 20h selon les informations de la presse locale. D'origine sénégalaise, Oumar avait pourtant participé à la victoire de son club dans le derby du groupe D de Régional 2 contre Ribemont sur le score de 3-0 dans la journée du dimanche dernier. Arrivé en France en 2013, Oumar avait porté les couleurs d'Olnon Fire, de Ternier, de l'Arsenal Club et de Choni depuis 2 saisons déjà. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve demain dans l'horoscope du jour. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe le chroniqueur de la rubrique définition du jour de ce matin qui porte sur le sigle BBC. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La BBC signifie British Broadcasting Corporation. Il s'agit du nom d'une société de radiodiffusion britannique de service public fondée en 1922. Son siège est situé à la Broadcasting House de Westminster à Londres. La BBC est le plus ancien radiodiffuseur national du monde. Elle bénéficie d'une réputation d'excellence culturelle et est parfois affectueusement appelée The Bib ou Anti par les Britanniques. Selon le rapport annuel 2013-2014 de la BBC, son revenu total était de 5,66 milliards de livres.
La société propose des offres de services et de diffusion. En matière de services, on peut compter la télévision, la radio, la BBC Online et la BBC Red Button. Pour ce qui est de la diffusion, on peut compter le World Service, le New Media and Technology et la Nation and Region. La BBC compte 5 stations nationales captables et 40 stations radio régionales. En qualité numérique, la BBC dispose de 5 radios. Il s'agit de la One Extra, de la 5 Live Sport Extra, de la 6 Music, de la BBC Radio 4 Extra, puis le Asian Network. À l'international, la BBC est la BBC. À l'international, plutôt la radio de la BBC est la BBC World Service. Voilà, c'est l'essentiel à retenir de la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, chers présentateurs. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. À présent, passons aux prévisions astrologiques qui sont présentées ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, amis internautes. Aujourd'hui, nous parlerons de votre vie sociale. Bélier, vous sentirez le besoin de vous distraire. Rien ne vous interdit de faire de nouvelles relations. Taureau, vous éprouverez le besoin d'attirer l'attention sur vous. Voilà qui pourrait bien modifier vos rapports avec vos amis et relations. Vous serez moins catégorique, plus conciliant dans vos attitudes. Gémeaux, au nom de grandes théories ou de grands ressentiments, vous serez capable de vous lancer dans des aventures ou des causes perdues d'avance. Que voulez-vous prouver au juste en prenant de tels risques? Cancer, attention aux principes un peu trop stricts. Amis Lion, prenez soin en cette journée de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Vous éviterez ainsi de commettre de graves impairs dans vos relations sociales ou amicales. Vous qui êtes de signe Vierge, méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer en ce jour. Ils risquent de vous entraîner dans des aventures dangereuses. Amis Balance, ne cherchez pas à vous montrer trop différent des autres. Scorpion, à présent, les déplacements, les voyages et les contacts avec l'étranger vous seront favorables aujourd'hui. Sagittaire, l'influence de Mercure dans votre ciel aujourd'hui accentuera le côté social ouvert de votre nature. Capricorne, voici venu le temps de sortir de votre environnement habituel et d'étendre le cercle de vos relations. Beaucoup de vos projets dépendent de vos amis ou encore de ceux qui vous entourent. Verseau, un problème possible avec Mars, vous aurez tendance à vous montrer trop agressif dans vos relations avec les autres. Essayez de maîtriser vos réactions émotionnelles et si l'on vous attaque ou vous agace, de garder votre sang-froid et de réagir calmement. Poisson, pour finir, encouragé par Uranus, vous consacrerez une plus grande partie de votre énergie à votre vie relationnelle. Votre enthousiasme sera communicatif. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans la définition du jour. À très bientôt. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZEU TV. On se retrouve demain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine.